Alors les amis, est-ce que vous vous posez des questions sur votre travail comme est-ce que je suis toujours à la bonne place ou dans la bonne entreprise ? Moi, vous savez, je me suis moi-même posé toutes ces questions et j'ai fait le grand saut il y a plus de 17 ans en changeant de voie et de métier. Et j'ai mis plusieurs années à mettre en place mon changement professionnel et j'aurais aimé à l'époque pouvoir être accompagnée. C'est pourquoi aujourd'hui je suis heureuse de vous présenter notre partenaire, Chance, qui propose un bilan de compétences 100% en ligne pour vous aider à construire votre projet professionnel. Avec Chance, vous alternez des activités en ligne et des visios avec un coach professionnel choisi sur mesure pour vous aider à renouer avec vos aspirations profondes. Et le petit plus que j'aime particulièrement et qui change tout, c'est la force et la présence de la communauté Chance. En résumé, un vrai accompagnement sur 12 semaines pour construire le projet pro qui sera en harmonie avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors en plus, le parcours est 100% finançable grâce à votre compte personnel de formation. Alors les amis, je vous invite à prendre du temps pour vous et à profiter de cette saison propice au changement pour vous mettre en action. Rendez-vous dès maintenant sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou plus dans votre travail. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Je suis Agathe Lévesque et chaque semaine, j'accueille à mon micro une personnalité inspirante qui vous donnera les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Quand j'avais 17 ans, à la fin de mon année de terminale, j'ai passé les concours pour entrer à Sciences Po. J'avais toujours été bonne élève, toujours bien travaillé, toujours tout réussi. Je comptais réussir ça aussi. Et puis, j'ai échoué. Même pas admissible à l'oral. Nada, rien. La pilule a été assez difficile à avaler, alors quand en septembre, à la fac, un professeur lance à la volée dans son discours d'accueil que l'échec est formateur, je m'empresse de le noter. Je ne suis pas sûre de saisir toute la dimension de cette phrase, mais je sens qu'elle est importante. C'était il y a 7 ans, et encore aujourd'hui, quand j'ai peur ou que j'échoue, j'y pense. L'échec est formateur. Ça a l'air si logique dit comme ça. Et pourtant, c'est une peur que nous sommes nombreux à partager. Mon invitée du jour, coach de vie professionnelle et thérapeute, en sait quelque chose. Ancienne RH, elle intervient en entreprise et auprès de salariés souvent confrontés à cette peur. Avec elle, nous allons la décrypter pour mieux la dépasser et apprendre à faire un peu plus confiance à la vie. Bonjour Amandine Ruas et bienvenue dans Graines de Métamorphose. Bonjour Agathe, merci de m'accueillir. Merci à toi d'être ici avec nous en studio. Alors on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi avons-nous peur de l'échec ? D'où vient cette peur ? Oui, c'est une question que je vais sûrement avoir besoin de développer un peu parce que les causes sont multiples. Déjà, au point de vue de notre espèce, il y a quelque chose qui peut expliquer la peur de l'échec. Premièrement, l'être humain est un animal grégaire, c'est-à-dire qu'il vit en groupe, il a besoin du groupe. Et donc, la peur de l'échec éveille très souvent la peur du jugement de l'autre, la peur d'être mal vu par l'autre, et donc réveille la peur d'être abandonné par le groupe. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième peur ancestrale que ça vient éveiller, c'est aussi une peur de ne pas être aimé. Parce que très souvent, on peut associer l'idée que réussir, c'est être aimé, surtout si dans l'enfance, on a eu des parents qui, directement ou indirectement, nous ont fait comprendre que les réussites valaient récompense, amour de ses parents, câlin ou tout simplement encouragement. Et enfin, la troisième peur ancestrale, un peu liée à l'espèce, qui peut expliquer cette peur de l'échec, c'est tout ce qui est peur de l'insécurité, de l'inconfort. Parce qu'en fait, quand on échoue, par définition, les choses ne se passent pas comme on les avait imaginées. Et donc, comme elles ne se passent pas comme on les avait imaginées, elles ne sont plus dans notre contrôle et on ne sait pas à quoi on va avoir à faire face. Si j'échoue à un entretien, dans quelle autre entreprise je vais me retrouver ? Si j'échoue à un concours, quel chemin va prendre ma carrière ? Et donc, je suis face à l'inconnu. Par définition, l'inconnu est effrayant. Donc, on peut trouver vraiment ces causes dans des causes ancestrales liées à l'espèce. Et puis, il y a des causes qui sont plus psychologiques, liées à l'éducation, à l'enfance, au contexte. Les causes liées à l'éducation, typiquement, c'est quand il y a eu des parents qui ont mis des exigences très élevées sur les enfants, qui leur ont fait comprendre qu'ils avaient des attentes très fortes sur eux. Et donc, ces enfants ont déduit « si je ne réussis pas, papa et maman ne m'aiment plus ». Et à l'âge adulte, ce schéma a persisté.
Et puis à l'inverse, il y a aussi des gens qui ont peur parce qu'ils n'ont jamais échoué. Parce qu'ils n'ont jamais échoué, ils ne savent pas ce que ça fait. Et donc ils s'imaginent les pires scénarios. Si j'échoue, qu'est-ce qui se passe ? Tout simplement parce qu'ils n'ont jamais vécu cette possibilité de rebondir. Et puis enfin, et promis après j'arrête parce que ma réponse est longue, enfin il y a un troisième élément qui est vraiment culturel, contextuel. En France, on n'a pas vraiment cette culture de voir l'échec comme une occasion d'apprendre et comme une opportunité de rebondir et d'avancer. Moi, typiquement, donc, j'ai fait mes études à Sciences Po et j'ai eu l'occasion, à la fin de mes études, de partir étudier une année en Angleterre. Et là, quel choc! Là où je pensais qu'à Sciences Po, on avait quand même cette capacité d'ouverture à encourager l'échec, l'essai, l'erreur, je me suis rendu compte qu'on était très en retard là-dessus par rapport aux cultures anglo-saxonnes. À Londres, dans l'université où j'étais, les élèves levaient la main, disaient parfois une ineptie ou quelque chose qui n'avait rien à voir, et les enseignants disaient « mais bravo, t'as essayé, c'est génial, non, c'est pas la réponse qu'on attendait, mais félicitations pour cette tentative ». Et donc, c'est là où je me suis rendu compte que culturellement, en France, on n'avait quand même pas une culture de la tentative. Et ça s'est confirmé ensuite quand je suis rentrée en entreprise et que j'ai vu que le monde de l'entreprise aussi en France n'avait pas vraiment cette capacité à encourager l'essai et avait même plutôt la fâcheuse tendance à punir l'échec, quoi. Donc voilà, c'est une réponse assez longue, mais je pense que c'est important de dire que ça vient à la fois de quelque chose de fondamentalement humain dans l'espèce humaine, à la fois de l'enfance et de l'éducation, et puis enfin d'un contexte plus large culturel. On va revenir de toute façon un peu point par point sur tout ça. Alors d'abord, si on revient sur le côté enfance et éducation, où est-ce que cette peur prend racine dans l'enfant ? Est-ce que c'est vraiment justement dans l'enfance, la petite enfance ? Est-ce que ça peut être à tout moment en grandissant, ou est-ce qu'on a vu un peu un moment clé où tout se joue et cette peur peut naître ensuite ? Oui, en fait, ça se joue tout au long du processus d'apprentissage. Parce que par définition, l'enfant apprend par tentative, par essai, par itération, c'est-à-dire je teste quelque chose, ça marche, super, je sais que c'était le bon fonctionnement, ça marche pas, il faut que j'essaie autrement. C'est comme ça que l'enfant apprend à marcher, c'est comme ça que l'enfant apprend à faire du vélo, à lire, à écrire. Et si dans tout ce processus d'apprentissage, en fait, il y a un encouragement pour lui dire « essaie encore, c'est super, c'est pas grave, t'es tombé, relève-toi, c'est parti, on y va. T'as eu une mauvaise note ? Qu'est-ce qui a pas marché ? Comment est-ce qu'on fait pour que ce soit mieux la prochaine fois ?» L'enfant développe une capacité à rebondir avec facilité face à un échec. A contrario, si tout au long du processus d'apprentissage, l'échec est puni ou critiqué ou jugé, t'as pas assez travaillé, t'as pas assez fait, tu devrais pas avoir fait ci, tu devrais pas avoir fait ça, l'enfant associe l'échec à sa personnalité. J'ai échoué, donc je suis nul. Et donc il y a un lien très fort qui se crée entre identité et réussite ou identité et échec. Et c'est là où en fait l'échec peut devenir très douloureux. Et c'est beaucoup aussi, là en t'entendant, j'ai pensé dans les mots utilisés. On passe de quelque chose en disant, en posant des questions, en disant bon, on va voir ensemble qu'est-ce qui n'a pas été, comment on pourrait faire mieux, à quelque chose de plus affirmatif. Là, tu l'as dit assez naturellement. Tu t'aurais dû travailler plus une forme de reproche. Ça a un sens et une importance vraiment les mots après qu'on utilise avec les enfants. Ouais, complètement. En fait, on se rend pas compte, mais l'enfant est une éponge. Le cerveau de l'enfant a une capacité d'absorption. C'est vraiment dans l'enfance et jusqu'à la fin de l'adolescence que le cerveau se structure, que sont sédimentées des habitudes. C'est là aussi où on a toute une période où l'enfant n'est pas encore complètement mûr émotionnellement. Donc les émotions sont très vives et les mots ont beaucoup d'impact, beaucoup de pouvoir dans le système d'apprentissage. Et donc culpabiliser l'enfant, le juger, le critiquer peut laisser des traces. Alors je peux pas dire indélébiles parce que c'est tout le travail que je fais en tant que coach à mon cabinet et avec les gens que j'accompagne. On peut revenir dessus, mais c'est des traces qui peuvent être lourdes à porter et s'installer dans la durée parce que à ce moment de la vie, l'enfant est complètement malléable. Et la peur de l'échec est alors relative à un manque de confiance en soi. Est-ce que cette peur dans quelle mesure cette peur parle de nous ? Alors, elle parle de nous en ce sens où elle parle à la fois de la façon dont on se perçoit, c'est-à-dire que on peut penser que l'échec signifie qu'on n'est pas bon, qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas à la hauteur. Et donc, on peut se définir par rapport à l'échec. Dans ces cas-là, ça parle de nous parce que ça voudrait dire tout simplement qu'on est une personne
qui n'a pas suffisamment une confiance solide, un amour de soi solide pour comprendre que sa valeur est indépendante des événements extérieurs. Parce qu'en fait, en tant qu'être humain, on a une valeur quoi qu'il arrive. Notre beauté intérieure, nos qualités, qui on est là, qu'on loupe ou qu'on réussisse. Mais cette peur de l'échec, elle veut dire quoi ? Elle veut dire qu'à l'intérieur, on n'a pas pris conscience de ça, on n'a pas cette solidité-là. Et puis, ça peut vouloir dire autre chose aussi. Ça peut vouloir dire qu'on n'a pas suffisamment confiance en la vie aussi, de façon plus générale, parce que quand on a cette capacité à avancer, même s'il y a des choses qui ne se passent pas comme on voudrait, c'est qu'au fond de nous, on pense que les choses aussi arrivent pour des bonnes raisons. Que s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a peut-être quelque chose de mieux qui nous attend après. Ou qu'il y avait une leçon à tirer qui nous aidera par la suite. Et quand on n'a pas cette capacité à prendre ce recul pour se dire « Ok, il y a quelque chose de mieux qui m'attend », ça peut aussi dénoter que la confiance en la vie n'est pas assez ancrée. Est-on toutes et tous égaux face à la peur de l'échec ? On dirait parfois qu'il y a des personnes qui, instinctivement, vont aller se lancer dans des nouveaux projets, n'ont peur de rien, tandis que d'autres vont être de base un peu plus sur la réserve. Est-ce que c'est quelque chose qui est ancré en nous ou est-ce que vraiment tout est construit ? Alors, je peux pas avoir la réponse. Je peux pas affirmer voilà c'est inné ou c'est construit en te disant que c'est une certitude. Une chose est sûre, c'est qu'il y a une énorme partie qui est construite par les encouragements des parents ou au contraire les critiques des parents. Et je dis les parents, mais il faut pas mettre tout sur le dos des parents. C'est pas les seuls à élever les enfants. Il y a le rôle des grands-parents, des amis, des enseignants, des accompagnants, des mentors tout au long d'une vie. Et puis aussi le rôle de l'expérience. Quelqu'un qui a appris coup sur coup, qui a trébuché puis trébuché, peut parfois tout simplement perdre en résilience aussi parce qu'il y a un épuisement qui se crée. La combativité, la volonté, parfois n'est pas inépuisable. Donc ça se construit à travers l'éducation, à travers l'enfance, mais aussi à travers les expériences qui sont vécues. A contrario, si on a échoué plusieurs fois, mais qu'à chaque fois on s'est rendu compte qu'on se relevait, là, le cerveau enregistre un autre message. Le cerveau enregistre « échouer n'est pas mourir »,« échouer n'est pas dangereux »,« échouer peut signifier se relever et continuer, voire même faire mieux ». Et donc, la leçon qui est apprise de l'échec, finalement, est une leçon positive. Donc, l'expérience de vie et la façon dont les échecs sont ensuite surmontés va ensuite déterminer aussi la capacité dans le futur à aborder les autres obstacles qui peuvent survenir. Et justement, comment on peut identifier les moments où il y a besoin de se remettre en question et de vraiment travailler pour faire qu'ensuite les choses se passent mieux, et les moments où simplement, il faut un peu lâcher prise, laisser passer, ne pas forcément prendre cet échec comme un gros morceau et justement en remettant tout en question. Alors déjà, je pense que quoi qu'il arrive, quand l'échec survient, avant même de réfléchir à la leçon que cet échec peut nous apprendre, il faut s'autoriser un temps de deuil. Un échec, c'est quoi ? C'est la perte de quelque chose qu'on a souhaité et qu'on n'a pas pu obtenir. Donc il y a forcément de la tristesse ou de la colère, ou en tout cas des émotions lourdes qui surviennent. Et c'est important de prendre le temps de les digérer. Ça peut être de pleurer si on a envie de pleurer, de râler, pas forcément en se morfondant pendant des jours, pas du tout, mais en tout cas en s'autorisant au moment où l'émotion est très présente, à la vivre. Parce que si on fait pas ça, si on est tout de suite en mode résilience, ok, qu'est-ce que j'apprends de cet échec, etc., on peut se retrouver avec des émotions non digérées. On sait aujourd'hui très bien en psychologie qu'une émotion, c'est une énergie qui circule dans le corps et que si on la laisse pas se libérer, elle ressortira à un autre moment plus tard et souvent à un moment qui n'était pas désiré. Donc c'est important de s'autoriser à la vivre. Une fois que ce processus a pu avoir lieu, alors là se pose la question d'apprendre la leçon de l'échec. Je pense que quel que soit l'échec, ça vaut le coup de se poser la question de la leçon. Se dire, est-ce que j'aurais pu faire différemment ou pas ? Qu'est-ce qui a fait que ça n'avait pas marché ? Qu'est-ce que j'apprends pour la suite ? Est-ce que je dois changer de chemin, changer de voie, procéder autrement ? Parce que l'échec est un super enseignant, en fait. Il nous indique tout simplement que le chemin qu'on a pris n'était pas le bon et qu'il y a une autre méthode. Donc, dans tous les cas, quel que soit le type d'échec, ça vaut le coup de se poser la question, quelle est la leçon ? Qu'est-ce que j'en apprends ? Après, par contre, ce qui est important, c'est de faire l'indistinction entre cette leçon doit entraîner un changement de vie majeur,
ce qui peut arriver. Des fois, on peut avoir eu s'être engouffré dans un chemin professionnel qui nous a fait souffrir, qui a créé un burn-out, ou tout simplement dans lequel on s'est ennuyé pendant des années. Et là, la constatation de l'échec, c'est de dire, là, en fait, il y a une grosse bifurcation à prendre. Ou alors, à contrario, c'est simplement un échec qui nécessite un réajustement de posture, par exemple, dans mes relations, ou un réajustement dans la façon dont je procède dans mon travail. Pas obligé de révolutionner ma vie, mais comment est-ce que je fais des ajustements à la marge ? Et j'ai envie de dire, finalement, qu'est-ce qui nous donne cette indication-là ? C'est presque l'ampleur de l'émotion qu'on traverse. Quand l'émotion est énorme, c'est très souvent l'indicateur qu'il y a beaucoup de changements à faire. Les émotions, elles ont toujours un message pour nous. Elles sont là pour nous aider à bouger, à changer. Quand l'émotion est très importante, très profonde, c'est très souvent qu'il y a un réajustement important à faire. D'où ce besoin donc de se poser pour vraiment se sonder soi-même. Oui, complètement. Est-ce que tu as justement peut-être un exercice ou un outil qu'on peut mettre en place pour mieux appréhender ces émotions qui peuvent nous traverser quand on fait face à un échec ? Oui. Donc vraiment, je le répète, c'est important. D'abord, on s'autorise à vivre l'émotion. Et vraiment, je tiens à le préciser parce qu'il y a des gens qui vont avoir envie tout de suite, parce qu'ils sont orientés résultat, de passer à la phase « j'apprends ». Non, d'abord, libérez votre émotion. Une fois que ça s'est fait, c'est vraiment se poser et se dire « qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce qu'il y avait une voie différente ? Qu'est-ce que m'apprend cet échec ? Est-ce que c'est 100% un échec ? Parce que très souvent, ce qu'on appelle un échec, c'est juste une partie qui n'a pas fonctionné. Je donne un exemple. Un entretien d'embauche où on n'a pas eu le poste. On peut se dire c'est un échec, c'est un raté. Mais en fait, peut-être que l'entretien s'est très bien déroulé et qu'il y a eu une réponse à laquelle on n'a pas répondu. Ou peut-être que l'entretien s'est très bien déroulé mais qu'il y avait un candidat qui était meilleur que nous. Et en fait, c'est pas du tout 100% un échec. On peut même se dire que l'entretien a été une réussite, mais que le fait d'avoir le poste n'a pas fonctionné. Donc c'est aussi remettre les choses à leur juste place, remettre de la nuance et se dire est-ce que c'était 100% un échec ou pas ? Ensuite, c'est faire le distinguo entre c'est un échec et je suis un échec. C'est pas parce que ça n'a pas marché, que ce que j'ai fait n'a pas fonctionné, qu'une partie de ce que j'ai fait n'a pas fonctionné, ou que mes qualités n'ont pas existé. Et enfin, si c'était à refaire, qu'est-ce que je ferais différemment ? Donc ce que j'inviterais à faire, c'est répondre à ces petites questions. Mais peut-être qu'on va y venir, Agathe. Moi, ce que j'ai envie de dire après, et la question qui se pose après, c'est concrètement, est-ce qu'on peut dépasser sa peur de l'échec juste en faisant ça ? Et ma réponse de coach serait de dire non, parce qu'en fait, la peur de l'échec, elle se dépasse pas simplement en comprenant et en faisant ces petites réflexions, mais elle se dépasse vraiment en passant à l'action. Justement, on y vient parce que cette peur de l'échec... Donc, il y a ce processus à mettre en place une fois que l'échec ou ce qu'on considère être un échec a été vécu. Mais il y a aussi des personnes pour lesquelles, en fait, rien que la perspective de l'échec les pétrifie totalement. Et dans ce cas-là, quel conseil tu donnerais pour justement faire des petits pas pour avancer et dépasser au fur et à mesure cette peur ? Oui. Une fois que le stade de la compréhension est passé, d'où ça vient, pourquoi j'ai cette peur, et voilà, comprendre un petit peu ce qu'on vient d'expliquer par rapport à la construction de la peur de l'échec, ce qui va être important, c'est de passer à l'action. Donc passer à l'action, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aborder ça sous deux angles. D'abord, un angle cognitif, c'est-à-dire au niveau de nos pensées, je vais expliquer, et ensuite un angle émotionnel et physique, donc au niveau de notre mise en mouvement. La première chose, c'est au niveau de nos pensées. Très souvent, quand on a peur de l'échec, on a un dialogue intérieur, un discours dans notre tête qui entretient notre peur. On va se raconter des petites choses comme « de toute façon, tu vas jamais y arriver » ou « si tu rates, ça va être terrible ». Si tu rates, les autres vont penser que t'es nul. Si tu rates cet entretien, t'auras jamais de job. On va se créer des scénarios catastrophes. On va souvent même aller jusqu'au bout et se les dérouler en imaginant des conséquences qui rationnellement ne pourraient même pas arriver. On est bien plus doué à ça qu'à imaginer le positif. Succès. Et ouais, complètement. Et ça aussi, ça fait partie de la nature humaine. Hein. Ça nous a protégés à une époque où on était encore des hommes préhistoriques et où il fallait être hyper alerte au danger. Donc on a un biais négatif. On a une capacité à voir le négatif, mais du coup, des fois, comme dans le cas de la peur de l'échec, ça nous dessert. Et donc on va aller entretenir ce genre de pensée et ça va ne faire que nous paralyser parce que nos pensées génèrent ensuite nos émotions. Elles entretiennent ensuite notre climat intérieur. Donc le premier travail, ça va être un travail, et ça c'est quelque chose qu'on peut faire typiquement en thérapie, en coaching,
et même seul en fait, mais ça demande quand même une prise de hauteur par rapport à la façon dont on se parle, c'est de transformer son dialogue intérieur. Plutôt que se dire « je vais pas y arriver », se dire « je ne sais pas encore le faire, mais je peux apprendre ». Plutôt que dire « si je rate, on risque de ne pas m'aimer », ce serait de dire « si je rate, je vais être déçu, mais ça changera rien à ma valeur ». Donc c'est être capable de se reprendre et de commencer à reformuler ce dialogue intérieur. Ça peut sembler anecdotique, mais ça l'est pas du tout, parce qu'en fait, le cerveau, qui est un peu comme un muscle, c'est pas un muscle, hein. Neuroscientifiquement, ce serait une hérésie de dire ça, mais on peut faire une comparaison du fonctionnement du cerveau avec un muscle. Il a vraiment cette capacité à se modeler en fonction de ce qu'on pratique dans notre esprit. Et plus on pratique ce genre de pensée, plus on va développer des habitudes à penser positivement. Et plus naturellement, face à des challenges, face à des erreurs, on va avoir de la facilité, de la fluidité à aller chercher le positif. Donc il y a un gros travail cognitif. Et la deuxième partie, c'est un travail émotionnel et de passage à l'action. Le cerveau, si on lui répète « c'est pas grave, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de peur à avoir, tu vas pas mourir si t'échoues », il va un peu dire « ok, mais tant que moi je l'ai pas expérimenté, je te crois pas ». En fait, le cerveau, pour valider quelque chose qu'il a compris cognitivement, il a besoin que le corps expérimente. Et expérimenter, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aller apprivoiser l'échec. Et c'est là où c'est pas forcément facile. Et souvent, quand je suis en accompagnement et que je dis ça à quelqu'un que j'accompagne, il y a toujours ce petit moment un peu de résistance qui dit « mais non, je veux pas aller affronter l'échec ». Et pourtant, une fois que c'est fait, c'est complètement libérateur. Je me rends compte qu'échouer n'est pas synonyme de mort, de danger. Donc le cerveau est réinformé. C'est comme si on engrammait une nouvelle information pour lui. Et ce lien, cet automatisme de lier émotion de peur et échec se dissout petit à petit, comme un nouvel apprentissage. Et comment on fait ça alors ? Alors, comment on fait ça ? Ça veut dire aller se mettre très doucement dans des situations où l'échec est possible et aller traverser ça. Le truc, c'est que si c'est quelqu'un qui est complètement paniqué de l'échec, qui en est tétanisé, par exemple, je veux entreprendre, je veux créer une boîte, mais j'ai tellement peur d'échouer, donc je fais rien. Si en accompagnement, on dit à la personne, c'est pas grave, t'y vas quand même, tu te lances et tu verras, même si t'échoues, c'est pas grave. Ce qu'on a tendance à dire assez naturellement. Exactement, ça va pas du tout aider la personne. Elle ne va être que plus paniquée. Il faut qu'elle puisse commencer à apprivoiser sa peur de l'échec dans des environnements plus sécurisants. Donc, il faut qu'elle s'autorise à se mettre dans des situations d'échec possibles, mais sur des échantillons tests, sur des petites situations pas si dangereuses. Tu sais pas chanter ? Va à un karaoké. Il n'y a pas d'enjeu dans le fond. Non. Voilà, au pire, ce sera un peu ridicule et voilà. On fait ça avec les copains et puis bon, ça fera des bonnes anecdotes à raconter. Exactement. T'as peur au bureau de présenter une idée innovante ? Ok, on choisit ensemble une idée innovante et à ta prochaine réunion d'équipe, ton challenge, c'est simplement de la présenter. Peut-être qu'on te dira non, on n'en veut pas, ça ne nous intéresse pas. Mais ça, c'est pareil, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Donc, c'est mettre la personne dans des petites situations qui sont à risque. Des fois, l'échec n'arrivera même pas. La personne s'est imaginé un échec possible et des fois, il n'arrivera même pas. Mais tout simplement pour que son cerveau dise « Ah oui, en fait, là, j'avais très peur, j'ai cru que j'allais échouer. Et en fait, il ne s'est rien passé. » Et plus ce genre de situation se répète, plus le cerveau crée une nouvelle association d'idées. Et petit à petit, on va pouvoir élargir le champ des situations tests. Des choses un peu plus grandes, des choses un peu plus conséquentes. Voilà, tu veux te reconvertir, va à un salon des entrepreneurs et va parler à des entrepreneurs. Tu veux te reconvertir ? Ok, très bien. Cette fois-ci, travaillons sur un business model et présentons-le à des investisseurs. On élargit. Et puis jusqu'au moment où, en fait, échouer ne fait plus peur parce que il y a plus cette impression que forcément il y a un danger. Et donc ça peut marcher même si le projet initial, le gros projet initial est de changer de voie professionnelle et que, comme tu le disais, à la base, le petit challenge, le petit défi, c'est d'aller chanter dans un karaoké. Est-ce que ça n'a rien à voir, mais le principe fonctionne quand même ? Le principe fonctionne quand même. Alors, si on se contente une fois d'aller chanter dans un karaoké, ça va pas fonctionner. Mais oui, en fait, c'est de choisir des situations qui font peur et d'aller les affronter. Par contre, si chanter dans un karaoké ne fait pas peur à la personne, ça marchera pas. Il faut qu'il y ait une peur à dépasser. C'est vraiment ça, c'est de montrer à la personne que se passe-t-il pour toi si tu traverses la peur et de montrer que derrière la peur, il n'y a pas de danger.
Finalement, la peur elle-même est plus dangereuse que le danger imaginaire derrière elle. Alors, tu t'en parlais un petit peu quand tu mentionnais le changement culturel que tu as pu toi-même observer quand tu es partie en Angleterre. Est-ce que tu dirais qu'en France particulièrement, ou de manière générale dans nos sociétés contemporaines, on a vraiment une injonction à réussir qui est pétrifiante en réalité? Ouais. Très honnêtement, je crois qu'on vit dans une société de la performance qui est douloureuse pour beaucoup de gens. L'explosion de burn-out qu'on a vue ces dernières années, à mon sens, en est une des conséquences. Les gens ont une telle injonction à réussir qu'ils en sont très souvent prêts à sacrifier leur équilibre personnel, leur énergie. Et c'est accentué par les réseaux sociaux, je pense, et par les médias en général. Même si c'est en train de changer un tout petit peu, mais c'est encore lent et c'est encore vraiment très spécifique. Mais on va pas se mentir, aujourd'hui on ouvre un compte Instagram, les gens partagent des vacances de rêve, des vies de rêve, des réussites personnelles. On ouvre un compte LinkedIn, les gens parlent de leur promotion, de leur nouveau projet, de leur nouveau job. On ouvre les médias, on parle des startups qui se lancent, des reconversions à l'appel de ces personnes qui étaient ingénieurs, qui deviennent boulangers, etc. Et en fait, on a l'impression que tout autour de nous, quel que soit le réseau qu'on ouvre, quel que soit le média qu'on ouvre, tout n'est que réussite. Et ça, c'est extrêmement angoissant. C'est extrêmement angoissant parce que très vite, on en vient à se dire, mais si tout n'est que réussite autour de moi, et que moi je stagne et que je suis pétrifiée dans la peur, mais en fait, je ne suis pas à la hauteur. Et ça peut être destructeur. Donc, on se bat pour essayer toujours de rattraper, d'essayer de faire mieux, d'être à la hauteur. Mais on ne sera jamais à la hauteur d'une comparaison avec 1 million de personnes, surtout qu'on se compare sur des choses différentes. On veut être aussi épanoui professionnellement que Marie, aussi beau physiquement que Jean-Luc, aussi riche que Sophie. En fait, on compare sur chaque point avec des personnes différentes. C'est un combat perdu d'avance. Et ça, je pense que c'est très destructeur. Et moi, j'ai vu ces 3 dernières années, le nombre de personnes me consultant pour burn-out qui a explosé. Et pourquoi, à ton avis? Parce qu'avec le retour, peut-être après la période Covid, le retour au travail dans un rythme particulier, ou aussi du fait qu'après le Covid, il y a eu beaucoup de reconversions, peut-être encore plus du coup mises en avant sur les réseaux sociaux, qui aurait enclenché, voire augmenté cet effet paralysant sur d'autres? Alors pour moi, c'est sûr que le Covid a, on va dire, ouvert la porte à des douleurs qui étaient là, qui étaient tapies, qu'on n'autorisait pas à laisser sortir. Et puis dans ce contexte d'anxiété, forcément, des névroses, des peurs ressurgissent. Ça, c'est une certitude, ça peut créer de la fatigue, ça peut créer un épuisement. Il y a en effet le retour au travail qui a pu être un choc, qui a pu être violent pour certains. Il y a le traumatisme lui-même de l'événement qu'on a vécu. Mais au-delà de ça, en fait, je pense que cette fatigue, cet épuisement, cette injonction à la performance, elle était là avant. Mais que c'est comme si le Covid avait autorisé à dire « je vais pas bien ». Parce que pendant le Covid, il y a eu beaucoup de communication aussi sur la thérapie, c'est OK, c'est pas un problème de se faire aider, vous avez le droit de parler de votre santé mentale, le monde du travail est peut-être dysfonctionnel par certains égards. Enfin, il y a eu tous ces débats. Et en fait, les gens se sont sentis tout à coup, je pense, autorisés à dire « je ne vais pas bien ». Et en fait, quand on ouvre la cocotte minute de toutes ces émotions qui ont été refoulées pendant des années, forcément, ça explose. Et pour moi, les burn-out qui ont eu lieu viennent de ça. Et alors, si on en revient un petit peu à vraiment la peur de l'échec, une fois qu'on l'a comprise, une fois qu'on a mis en place des outils, est-ce qu'on peut réellement s'en défaire? Est-ce que c'est quelque chose comme un pansement qu'on enlève, où on se dit, bon, maintenant c'est fait, je n'aurai plus jamais peur de l'échec? Ou est-ce que c'est un travail constant et sur lequel il faut vraiment revenir régulièrement? Alors, c'est un travail constant en ce sens où ces pensées nouvelles qu'on peut créer dans notre esprit, ces pensées constructives, ces pensées qui nous glissent à l'oreille que l'échec est une occasion d'apprendre, est une occasion de rebondir, qu'il faut faire confiance à la vie. De la même façon qu'on les a apprises, elles peuvent être désapprises. Donc si on baisse complètement la garde, si on se remet dans des automatismes négatifs, ça peut revenir, ces peurs. Ça, c'est une première chose. Donc,
veiller à son comportement, à son dialogue intérieur, à la façon dont on se parle, c'est un travail de tous les jours. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de courants qui invitent à la méditation, il y a beaucoup de psychologues, même de médecins qui invitent à ça. Non pas pour la méditation en elle-même, mais pour toute la capacité qu'elle peut donner à être davantage maître de nos pensées et de la façon dont on se parle. Donc ça, il faut y rester vigilant sur le long terme. De la même façon, le fait d'aller traverser nos peurs, ça doit rester un exercice du quotidien. C'est important de faire des temps de pause dans sa zone de confort. Hyper important, parce que c'est douillet, parce que c'est là où on se ressource, c'est là où on recharge nos batteries. Par contre, si on reste tout le temps dans cette zone de confort sans jamais affronter nos peurs, tout à coup, la peur redevient quelque chose d'étranger et d'inconnu, et on se réembarque dans un schéma où elle devient effrayante. Donc, zone de confort, oui, pour se faire du bien, clairement, faut y venir, mais toujours avec des petits sauts à l'extérieur pour aller apprivoiser le challenge, apprivoiser la peur. Et enfin, je pense que c'est important de le dire, on reste des êtres humains. L'ensemble des émotions, peur, tristesse, joie, honte, enthousiasme, etc., ont une utilité, on ne peut pas les éradiquer. Et on ne pourra pas éradiquer la peur, et c'est même pas l'objectif. Parce que la peur, elle a une fonction, en fait. Nos peurs, elles sont là pour nous dire « Hey, sois prudent, fais attention. Est-ce qu'il n'y a pas une façon de réajuster? Est-ce que c'est la bonne voie ?» Elles sont là pour nous aider à nous poser des questions. Si vraiment on avait zéro peur, on pourrait faire un peu n'importe quoi. Oui, un peu trop peut-être. Alors Amandine, on arrive à la fin de ce podcast sur lequel je vais terminer avec une dernière question, un peu plus personnelle pour toi. Quel a été ton échec le plus formateur ? C'est une super question. Je voudrais pas botter en touche en te répondant, pour moi, il n'y a pas d'échec. Mais pourtant, force est de constater aujourd'hui que pour moi, chaque situation qui se passe pas comme je le souhaitais, finalement, avec le recul, m'a toujours ouvert la porte à quelque chose de 1000 fois mieux, de 1000 fois plus stimulant, de 1000 fois plus nourrissant. Et donc, avec le recul, dans ce que j'ai vécu, il n'y a jamais eu d'échec. Il y a toujours eu des tournants, des situations incontrôlées ou impromptues, mais toujours, finalement, donnant lieu à une belle opportunité. J'aurais pu me dire, j'ai quitté le monde des RH parce que ça me plaisait pas, donc je me suis trompée de voie, c'était un échec. Non, je me suis pas trompée de voie, c'était un échec. Connaître le monde des RH m'a aidé à mieux connaître l'humain, à comprendre comment je voulais accompagner les gens, et ça m'a ensuite servi de tremplin pour créer mon entreprise. C'est un exemple parmi d'autres, mais pour moi, tout a été juste, et je pense que j'ai une très forte confiance en la vie pour ça. Donc finalement, tous mes échecs sont formateurs, en fait, et pour moi, ils sont pas des échecs. Toutes mes leçons sont formatrices, et il y en aura d'autres, des situations qui se passent pas comme je voudrais. Mais je me souhaite de continuer à les aborder en me disant tiens, c'est frustrant, c'est pas cool, j'aurais aimé que ce soit différent, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Merci beaucoup Amandine Ruas d'être venue dans Graines de Métamorphose pour nous aider à mieux accepter les aléas de la vie et les potentiels échecs, futures leçons auxquelles nous pouvons être confrontés. Pour te découvrir et bénéficier de ton coaching, il suffit de se rendre sur ton site internet amandineruas.fr. Merci encore et à très bientôt. Merci à toi Agathe, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « Graines de Métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram @grainesdemétamorphose. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne et ses invités qui vont vous nourrir avec des épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.